Bonjour, je m'appelle Marc Pillon, je suis conseiller technique à l'Uriops Rhône-Alpes en gestion comptabilité. Mon propos d'aujourd'hui sera centré sur la question des spécificités des associations sur les domaines comptables, financiers et fiscaux. Nous aborderons donc successivement, dans un premier temps, les ressources de l'association, puis les obligations et l'organisation comptable de ces associations, et enfin nous terminerons sur la question de l'exonération fiscale des associations. Commençons par les ressources de l'association. Ces ressources vont être envisagées en dehors de l'activité des établissements et services sociaux, médico-sociaux et sanitaires pour se centrer sur les ressources et les spécificités de la personne morale. Comme toute entité économique, l'association a besoin de capitaux pour se créer, pour développer son activité et la pérenniser. À la différence par contre d'une société commerciale, ces capitaux ne procureront aucun avantage à l'apporteur. Il n'y aura pas partage des bénéfices, ni partage du boni de liquidation lors de la dissolution de la personne morale. Du coup, l'association présente un certain manque d'attractivité pour les apporteurs de capitaux. Et pour compenser ce manque d'attractivité, elle va développer un certain nombre de spécificités lui permettant de recueillir des capitaux. Pour étudier ces capitaux, on va les classer en 4 grandes classes d'origine. Tout d'abord, on verra qu'il y a des capitaux d'origine externe, puis des capitaux qui vont être générés par la personne morale, ce sont des capitaux d'origine interne. Lorsque ces 2 capitaux manquent, on ira chercher des capitaux étrangers. Et enfin, une ressource qui, elle, est spécifique aux associations. Il s'agit d'une ressource non financière. C'est ce que l'on appelle les contributions volontaires en nature. Les ressources propres d'origine externe, elles vont être de 4 catégories. Il va s'agir des apports, des donations et des legs, des subventions d'investissement et enfin, nous verrons un dispositif un peu particulier des associations qui est le commodat. Les apports. L'apport correspond à un apport d'un bien durable et cet apport ne va pas donner lieu pour l'apporteur à de l'argent ou à un échange de biens. Toutefois, il faudra que l'apport puisse être considéré comme un élément à titre onéreux. C'est-à-dire qu'il y aura une contrepartie pour l'apporteur, cette contrepartie n'étant pas financière, mais correspondant plutôt à un élément de type reconnaissance, place au conseil d'administration ou autre. Ensuite, nous avons les donations et les legs. La caractéristique des donations et des legs est qu'on passe automatiquement par un acte écrit, généralement chez un notaire, bien que ça ne soit pas obligatoire pour un legs. Par contre, à la différence des apports, la donation ou le legs sont classés comme étant des apports à titre gratuit. On parle de libéralité, c'est-à-dire qu'il n'y a vraiment aucune contrepartie pour l'apporteur. Une des caractéristiques que l'on a dans les donations et les legs, tout d'abord, est que l'ensemble des associations ne peuvent pas en bénéficier. Ils sont réservés aux associations ou fondations reconnues d'utilité publique ou aux associations ayant globalement un caractère scientifique ou de recherche médicale ou philanthropique. Et notamment, les associations sanitaires et sociales peuvent bénéficier de ces donations et legs. Enfin, le dernier élément qui est à connaître et qui est très spécifique de notre secteur est le fait que les associations ne peuvent pas bénéficier de donations et de legs provenant des usagers qu'elles ont hébergés. Un élément assez fort dans notre secteur. Troisième type de ressources d'origine externe, il s'agit des subventions d'investissement. Donc les subventions d'investissement sont des aides qui vont être apportées en général par une collectivité publique ou par soit l'État, la région ou un conseil général. Ces aides ayant une caractéristique, à savoir qu'elles sont discrétionnaires, facultatives et à titre précaire. C'est ce qui définit la subvention pour le Conseil d'État. Ces subventions vont être de 2 sortes, selon qu'elles vont financer des biens qui vont être renouvelables par la personne morale ou pas. Si elles financent des biens renouvelables par la personne morale, elles seront définitivement acquises à l'association et ne feront pas l'objet d'amortissement. Dans le cas inverse, elles feront l'objet d'un amortissement. Enfin, le dernier élément, c'est le commodat. Le commodat est un dispositif qui est assez spécifique aux associations et fondations, puisqu'il s'agit de l'apport d'un bien, en général un bien immobilier, par une personne tierce, qui la met à disposition de l'association à titre gratuit
charge au preneur de respecter les conditions de l'apport et de l'entretenir en bon père de famille. C'est-à-dire qu'on va transférer à l'apporteur l'ensemble des charges du propriétaire, les provisions pour grosses réparations, l'impôt foncier, etc. Donc un mécanisme que l'on retrouve plutôt dans les organismes à but non lucratif. Passons maintenant aux ressources propres d'origine interne. Lorsque l'on parle de ressources d'origine interne, il s'agit des ressources qui sont liées à l'activité de l'entité. On parle classiquement d'autofinancement et là, nous envisagerons ces ressources hors activité des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires. La première de ces ressources est constituée par la cotisation. La cotisation est un peu le fondement de l'association, elle est inscrite dans les statuts et va permettre de financer le fonctionnement de l'association. Cette cotisation n'est pas obligatoire, sauf si elle est inscrite bien sûr dans les statuts. Son principal avantage va être de pouvoir comptabiliser ses adhérents annuellement, de savoir s'ils sont bien là. Une particularité de ces cotisations est le fait qu'elles ne peuvent pas être exigibles vis-à-vis des bénéficiaires de notre action, puisqu'il s'agit d'actions d'aide sociale et on ne peut pas soumettre l'action d'aide sociale au paiement de la cotisation. Deuxième type de ressources, il s'agit des dons. Donc les associations peuvent bénéficier de dons. Tout type d'association, à partir du moment où elle est enregistrée, bénéficie de dons. Ces dons sont ce que l'on appelle des dons manuels, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'écrit et donc automatiquement ils ne peuvent pas concerner des biens durables, pas d'immobilisation, on est plutôt dans l'échange de sommes d'argent ou de biens de faible valeur. Ensuite, nous avons les donations et les legs. Donc ces donations et legs ont déjà été vues du côté de l'investissement. Ce coup-ci, ils correspondent à des éléments qui vont être consommés dans l'exploitation ou des sommes d'argent. Ensuite, un dispositif particulier qui est le mécénat, qui permet à des entreprises commerciales de financer des associations. Pour rendre ce mécénat attractif pour les entreprises, donc elles vont pouvoir bénéficier d'exonérations fiscales et il faudra que les associations concernées soient soit des associations reconnues d'utilité publique, soit des associations ayant un caractère de mission d'intérêt général. Donc nos associations sanitaires et sociales peuvent bien évidemment bénéficier de ces financements. Autre type de ressources, il s'agit des manifestations de bienfaisance. Donc là, chaque association peut organiser annuellement 6 manifestations de bienfaisance. Ces manifestations peuvent être lucratives, à condition qu'elles soient exclusivement au bénéfice de l'association et qu'elles aient un but d'intérêt général. La particularité, c'est que cette activité qui sera classée lucrative sera exonérée des impôts. C'est-à-dire qu'il n'y aura pas d'impôt sur les sociétés, pas de TVA, pas de contribution territoriale. Et de plus, les personnels qui seraient éventuellement embauchés lors de ces manifestations ne seraient pas soumis à la taxe sur les salaires. Donc une exonération totale d'impôts sur ces manifestations. Et de plus, nous verrons tout à l'heure qu'il y a une disposition particulière sur les activités lucratives, une franchise de 60 000 € et ces activités ne seront pas comprises dans la franchise de 60 000 €. Le dernier dispositif concerne les subventions d'exploitation. Alors, ces subventions d'exploitation vont financer soit la totalité des produits de l'activité, ce qui est assez rare mais peut concerner par exemple des activités comme la prévention, soit une charge précise, ce qui est le cas par exemple des contrats aidés, soit enfin financer une insuffisance de produits. Troisième type de ressources, les capitaux étrangers. Les deux ressources précédentes étant souvent insuffisantes, il va falloir avoir recours à des capitaux provenant de l'extérieur. Comme toute entité économique, l'association peut bénéficier d'emprunts bancaires. Il n'y a aucun problème à ce niveau-là. Par contre, elles ont une possibilité que n'ont pas les autres entreprises, c'est la possibilité d'émettre des titres associatifs. Il s'agit d'un dispositif assez peu connu, qui date de 1986, qui a été créé par une loi, et qui permet à une association d'émettre des titres négociables, qui vont avoir une particularité, à savoir qu'elle ne les remboursera qu'au moment de sa dissolution, c'est ce que l'on appelle des titres des créances de dernier rang, ou alors, si elle souhaite les rembourser avant, elle devra les conserver au moins 7 ans. Autre élément qui est particulier, c'est que
ces titres vont être rémunérés, bien sûr, mais on va limiter la rémunération au taux moyen du marché obligataire, plus 2,5 points, et ce sera automatiquement des titres à taux fixe, pas de possibilité de taux variable. Donc un dispositif très particulier pour les associations qui leur permet de lever des capitaux. Passons maintenant au quatrième type de ressources, qui est constitué des contributions volontaires en nature, c'est-à-dire qu'il s'agit de ressources, ce coup-ci non financières, qui vont correspondre à des mises à disposition gratuites de biens, de personnes. Ça va correspondre également à des principales ressources de l'association, qui est le bénévolat, ou alors des marchandises qui peuvent être mises à disposition de l'association et vont être consommées dans le cadre de son activité. Particularité des contributions volontaires en nature, c'est que la comptabilité associative va permettre de les valoriser, ce qui est un élément important pour certaines associations. À ressources spécifiques, organisation comptable spécifique. Nous allons voir que les associations vont pouvoir bénéficier d'une information comptable particulière via le plan comptable associatif, mais également l'activité des établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires entraîne un certain nombre d'obligations comptables du fait des financements publics. Et puis nous terminerons en envisageant un certain nombre d'obligations qui sont spécifiques aux associations sur le plan comptable. Commençons donc par la question du plan comptable associatif. Depuis 1982, puisqu'on en a appelé à l'époque le nouveau plan comptable, les associations se battent pour faire reconnaître leurs spécificités au point de vue comptable. Nous avons vu qu'il y a des ressources que l'on ne trouve pas dans des sociétés, et donc il faut les traduire en comptabilité. Et donc pendant quasiment 20 ans, les associations se sont battues pour cette reconnaissance-là. Et ce n'est qu'en 1999, avec ce que l'on appelle le règlement 9901 du Comité de la réglementation comptable, qui va traiter des modalités spécifiques d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, que l'on aura un véritable socle réglementaire et légal pour la comptabilité associative, lequel socle va être désormais opposable non seulement aux personnes morales, aux associations, mais également aux professionnels de la comptabilité, qu'il s'agisse des commissaires aux comptes, des experts comptables ou des simples comptables. Passons maintenant au traitement comptable spécifique qui va être lié à l'activité des établissements sociaux ou médico-sociaux. Alors, il faut commencer par se rappeler que notre secteur a une particularité qui est le fait qu'il va être financé à 100% quasiment sur fonds publics, et ce financement par fonds publics ne sort pas du hasard, puisque en fait, il ressort de la mise en œuvre de droits constitutionnels des citoyens. C'est le droit qu'a tout citoyen de bénéficier de prestations en nature qui vont être délivrées par nos établissements. Donc dès que l'on dit financement public, automatiquement vont se poser les questions de l'attribution des financements, on évoquera la question des budgets, la question du rendre compte de ces financements, c'est ce que l'on appelle le compte administratif. Et puis pour que tout ça fonctionne, il y a un certain nombre de règles, d'obligations qui vont naître pour traduire l'ensemble de ces éléments. Une des premières règles qui apparaît, c'est la règle de l'obligation d'une comptabilité distincte. Le principe de base que l'on a en comptabilité d'établissement est qu'un établissement correspond à une autorisation, qu'une autorisation va entraîner un budget, que chaque fois qu'il y aura un budget, il y aura une comptabilité distincte pour cet établissement, le but étant d'isoler l'ensemble des flux financiers correspondant à cette activité. Bien sûr, à peine posée la règle, on va poser des dérogations et la possibilité, dans certains cas, de pouvoir construire ce que l'on appellera un budget général qui sera divisé en budget principal et annexe, donc avec un seul bilan pour le bloc et une comptabilité analytique pour les différentes activités. Cette notion de comptabilité distincte est particulièrement importante du fait du maniement de fonds publics pour distinguer également ce qui se passe du côté de la vie associative. Donc il faudra que l'association, même si elle est mono-établissement, ait plusieurs comptabilités, une pour son établissement, une deuxième pour la vie associative. Une fois posée cette question de comptabilité distincte, intéressons-nous maintenant à des notions qui sont le budget, le compte administratif et le lien avec la comptabilité. Souvent, il y a confusion entre ces différents éléments. Le budget et le compte administratif vont bien sûr respecter l'ensemble des règles comptables, puisqu'il s'agit de rendre compte des éléments, mais le budget va être une procédure qui va permettre de fixer un tarif. Le compte administratif, la procédure qui va permettre de rendre compte de l'utilisation des fonds qui ont été accordés dans le cadre du budget. Et l'ensemble de ces éléments va être soumis, bien sûr, aux délibérations du conseil d'administration. Et puis, autre élément qui existe également soumis à délibération, il s'agira des emprunts.
obligation de passer par une délibération, et également des plans pluriannuels de financement de l'investissement. Troisième élément caractéristique des associations et de leurs établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires, il s'agit de la question de la reprise de résultats, qui est un mécanisme particulier, qui est lié aux missions des établissements et à leur financement. Donc cette reprise de résultats veut que l'établissement bénéficie des moyens et des financements qui lui sont nécessaires et uniquement de cela, c'est-à-dire que lorsque l'établissement fera un excédent ou lorsqu'il fera un déficit, ce résultat sera reporté sur le budget des exercices ultérieurs. Un excédent viendra en moins du financement des exercices ultérieurs, un déficit viendra en plus. Cette reprise de résultat va donc expliquer le fait que le résultat net comptable, qui est égal à la différence entre les produits encaissés et les charges, ce résultat ne rendra pas compte de la gestion, puisqu'il faudra intégrer un deuxième élément qui est la reprise de résultat, et cet élément sera intégré dans le compte administratif, et c'est donc le résultat administratif qui rendra effectivement compte de la plus ou moins bonne gestion de l'entité. Enfin, élément particulier qu'il faut connaître, c'est que cette reprise de résultat va justifier un certain nombre d'opérations particulières, des opérations qui vont permettre d'échapper au calcul du résultat. Il s'agira de provisions réglementées qui seront particulières au secteur, et également des charges qui pourront être écartées du calcul du résultat. Enfin, terminons par un plan de compte et des instructions comptables particuliers. Les établissements sociaux, médico-sociaux et sanitaires fonctionnent sur des instructions comptables. L'instruction M21 pour les établissements sanitaires, l'instruction M22 pour les établissements sociaux et médico-sociaux. Il s'agit d'instructions qui sont à destination d'établissements publics et elles vont être par la suite réadaptées pour les établissements privés. Passons enfin aux obligations comptables des associations et des fondations. Comme toute entité économique, les associations vont être soumises à l'obligation de tenue d'une comptabilité. Je voudrais simplement attirer l'attention sur deux éléments particuliers. Le premier est le commissariat aux comptes, le deuxième est la publicité des comptes. Pour nos associations sanitaires et sociales, le commissariat aux comptes va se rencontrer dans 5 cas. Tout d'abord, il s'agira des associations et fondations reconnues d'utilité publique. Deuxième cas, il s'agira des associations soumises à la loi de 1984. C'est la loi sur la prévention des difficultés des entreprises qui soumet au commissariat les entreprises économiques qui dépassent 2 de 3 seuils, 50 salariés en contrat à durée indéterminée, 3 100 000 de total de ressources, 1 550 000 de total de bilan. Troisième cas, il s'agira des associations qui vont bénéficier de 153 000 € de subventions, qu'elles soient d'investissement ou d'exploitation. Ensuite, nous avons les associations qui auront recueilli 153 000 € minimum de dons. Et enfin, les associations que nous avons vues précédemment qui vont émettre des titres associatifs. Quant à la publicité des associations, à la différence des entreprises, elle n'est pas valable pour toutes les associations, mais uniquement pour celles qui soit bénéficient de subventions, soit bénéficient de dons, les deux étant supérieurs à 153 000 €. Et la forme de la publicité sera une publication au journal officiel. Attaquons maintenant notre troisième partie qui concerne le régime fiscal des associations. Et la caractéristique de ce régime fiscal sera que c'est un régime d'exonération, c'est-à-dire que l'association ne va pas être considérée a priori comme lucrative. Je dis bien a priori comme lucrative. Ce régime fiscal a été instauré par une instruction du 15 septembre 1998 qui vient revisiter ce que l'on appelle la doctrine des œuvres. Et donc, pour examiner le régime fiscal d'une association, nous allons procéder par un raisonnement en 3 questions successives. Étape 1, la gestion de l'association est-elle désintéressée? Pour analyser la gestion désintéressée d'une association, il va falloir répondre à 3 critères. Tout d'abord, les membres de l'association et surtout les dirigeants n'ont aucun intérêt direct, indirect, soit même par personne interposée à la gestion de l'association. Deuxième élément, il ne doit pas y avoir de partage des bénéfices entre les membres de l'association. Et troisième élément, il ne peut y avoir partage du boni de liquidation, sauf éventuellement reprise des apports qui est prévu par les statuts. Si la réponse à cette question
est la gestion est désintéressée, nous poursuivons l'analyse. Si la réponse est la gestion est intéressée, à ce moment-là, l'analyse s'arrête et l'association est fiscalisée, quel que soit son type d'activité. Donc deuxième étape, une fois passée la première, la gestion est bien désintéressée, on va s'intéresser au fait de savoir s'il y a concurrence entre l'association et une autre entreprise, quelle que soit la forme juridique de cette entreprise, qu'il s'agisse d'une entreprise commerciale ou d'une entreprise associative. La question est de savoir s'il y a concurrence en termes de fiscalité. S'il n'y a pas de concurrence, il n'y a pas de problème, on arrête l'analyse à ce niveau-là et on ne fiscalise pas l'association. S'il y a concurrence avec une autre entreprise, à ce moment-là, il va falloir descendre dans le détail de l'activité et c'est la troisième étape qui va envisager les conditions de réalisation de l'activité à partir de 4 critères que l'on appelle la règle des 4P, qui sont le produit, le public, le prix et la publicité. Ces 4 critères vont être analysés dans l'ordre, selon ce que l'on appelle la méthode du faisceau d'indices. Et il faudra rajouter également un critère qui est souvent oublié, qui est l'utilisation des résultats. C'est-à-dire qu'une association peut faire des excédents. Ce n'est pas interdit, bien sûr, c'est même une condition de viabilité économique, mais par contre, on s'intéressera à ce qu'elle fait de ces excédents-là. Si elle ne se contente de les thésauriser sans autre projet, la recherche systématique d'excédents sera considérée comme un élément lucratif. Alors que si elle développe derrière des projets, on pourra considérer que son activité est non lucrative. Donc une fois qu'elle a passé le filtre de ces 3 étapes, l'association va être déclarée lucrative ou non lucrative, c'est-à-dire si elle est lucrative, elle sera soumise à la fiscalité. Alors lorsque l'on parle de fiscalité, il s'agit bien de l'impôt sur les sociétés, de la contribution économique territoriale et de la TVA. Ou alors on décidera qu'elle est non lucrative et donc non soumise à ces impôts-là. Pour examiner l'ensemble de ces éléments, il a fallu prendre quelques points de repère. Alors, parmi ces points de repère ont été constitués des fiches que l'on appelle sectorielles, qui permettent de regarder en fonction des types d'activités des associations les conditions de réalisation. L'objectif était dès le départ, d'une part, de permettre aux services fiscaux de se positionner, de bien repérer les activités, et d'autre part aux associations d'avoir un cadre de référence qui leur permettait de savoir si elles étaient en activité lucrative ou non. Autre élément qui est important, c'est la possibilité qui est laissée aux associations d'avoir des activités lucratives dites accessoires. C'est-à-dire qu'une association peut avoir des activités dites lucratives, alors c'est le cas pour les établissements sociaux, médico-sociaux par exemple, des prestations de repas qui vont être vendues aux accompagnants. Ce sera le cas des chambres individuelles dans le sanitaire, de la télévision, du téléphone, etc. Un ensemble de recettes qui peuvent être considérées comme lucratives, avec là 2 options. Soit l'ensemble de ces recettes est inférieur à 60 000 € par an, auquel cas on considère que l'activité n'est pas lucrative et on ne les soumet pas à fiscalité, ou on dépasse le seuil de 60 000 € et on soumet à fiscalité, avec à ce moment-là l'obligation de procéder à une sectorisation en termes fiscaux de cette activité-là. Dernier élément, il s'agit du correspondant associatif, donc il s'agit d'une personne qui est placée au niveau de la direction générale des impôts, qui a pour objectif de répondre aux questions des associations et qui va utiliser elle-même un questionnaire à destination des associations qui leur permettra de se positionner sur leurs activités et qui permettra au fisc d'envisager avec elles si leur activité peut être qualifiée de lucrative ou pas. En conclusion, ce rapide tour d'horizon a pu vous montrer l'ensemble de la richesse et des spécificités qui ont été développées par les acteurs associatifs de terrain pour mettre en exergue l'ensemble de leurs actions. Ce tour d'horizon a été bref. Je vous invite donc à venir nous rejoindre lors des formations que nous mettons en œuvre. Je vous remercie pour votre écoute et vous dis à bientôt.